Amis internautes, bonjour. Aujourd'hui, je vous parlerai du Samsung 2A2. Je suis vraiment très fier, on a retrouvé un film d'archives absolument exceptionnel qui a été tourné en 1919 où il y a une présentation de l'appareil qui est faite. Sans plus tarder, je vous la livre. Olivier, envoie la bobine. Alors, le Samsung 2A2, que vous dire sur cet appareil? Eh bien, avant de parler de l'appareil, il est nécessaire de parler un peu de son constructeur et supposé concepteur, Monsieur Émile Samson, que vous voyez ici. Monsieur Samson est un industriel qui a hérité de son père une affaire de fabrication de pompes hydrauliques et de machines à vapeur. Et au début du XXe siècle, il est absolument passionné par l'aviation naissante et l'arrivée des moteurs à pétrole. Aussi, très logiquement, il décide de se diversifier et s'associe en fait avec deux ingénieurs, d'excellents ingénieurs suisses, Monsieur Canton et Monsieur Hunet, et ils vont produire des moteurs. On raconte qu'en 1908, je crois, Émile Samson est allé visiter le premier salon de la locomotion aérienne et, fasciné par l'aéronautique naissante aussi, s'affirme qu'il va produire des moteurs pour avions faits par messieurs Canton et Hunet, qu'il fait rentrer au conseil d'administration de sa société en tant qu'actionnaire minoritaire. Mais voilà, Monsieur Émile Samson est quelqu'un, disons-le tout net, d'absolument sans scrupules.
puisqu'il construit des moteurs d'avion. Ce sont de bons moteurs, puissants, un peu lourds peut-être, et ce sont des moteurs en étoile, fixes. Pour un industriel, il faut en vendre. Mais le marché des pionniers de l'aviation est en fait tout petit. Pour un industriel, s'il veut se développer, il faut engranger les commandes, et pour engranger les commandes, il n'y a qu'un seul gros client. Ce sont les commandes d'État, l'armée. Alors, pour obtenir une commande de l'armée, il va faire appel à un sulfureux personnage de la Troisième République que vous voyez là. C'est le sénateur Charles Humbert. Le sénateur Charles Humbert est... il y a un mot dans le dictionnaire, un prévaricateur. Il profite de son mandat de sénateur pour offrir ses services aux industriels. Moyennant rémunération, il se fait fort d'obtenir des commandes publiques. Et bien le bon sénateur Charles Humbert, Émile Sanson n'a pas tellement d'argent pour le rémunérer. Alors il lui propose des actions de la société qui forcément vont monter en même temps que la société. Donc c'est quelque part un paiement sur l'avenir. Charles Humbert accepte et va se mettre au travail pour essayer d'obtenir une commande publique. Il va faire un lobbying intense auprès du général qui commande l'aviation française juste avant le déclenchement de la guerre. Le général Bernard va lui faire une pression intense pour qu'il commande les moteurs Samson, ou qu'on appelle aussi les moteurs Canton Uné. Ça ne va marcher véritablement que quand va venir la guerre, puisque là, l'État commande tous azimuts, et la société Samson va décrocher une grosse commande de ces moteurs, qui vont notamment équiper les bombardiers voisins, qui eux-mêmes sont la dotation des groupes de bombardement dans les années 1915-1916. Déjà, une première affaire louche, il y en aura une seconde, puisque Émile Sanson veut vraiment devenir constructeur aéronautique. Pour ce faire, il va s'associer avec un autre ingénieur, monsieur René Moineau, que vous voyez ici. Et René Moineau va concevoir un appareil pas très réussi, il faut bien le dire. Vous pouvez le voir, il s'agit du Samson Moineau SM-1. Le Samson Moineau SM-1 est un avion qui est bâti autour d'un moteur Samson que vous voyez ici et qui est posé de manière asymétrique sur le côté avant du fuselage, avant droite du fuselage. Et cet appareil biplan de grande dimension a deux hélices mais un seul moteur qui sont alimentés donc par ce moteur au moyen d'arbres de transmission que l'on voit sur la photo. Alors, c'est un avion, en fait, le moteur est très lourd. Il est très lourd, l'avion est grand, avec tout ce système de mécanique, il n'est pas super aérodynamique. Bref, il est finalement lent, lourd aux commandes, les pilotes n'aiment pas trop le piloter. Surtout, comme le moteur est très lourd, l'avion a tendance, quand il rencontre le moindre obstacle au roulage, à passer sur le nez et à se retourner complètement. Voilà pourquoi on fait une grande roue avant qui est fragile, en fait, et souvent, l'avion se retourne. Donc le seul avantage qu'a le Samson Moineau SM-1, c'est d'avoir deux tourelles de mitrailleuses, une à l'avant du nez, une autre à l'arrière, ce qui est un avantage en combat. Le problème, c'est qu'il y a déjà un avion en service dans l'armée française, le Caudron R4, qui est plus performant, qui a ces deux tourelles. Et qui plus est, au moment où le Samson Moineau SM-1 fait ses essais, il y a un autre appareil qui est conçu par l'armée, le Lotor, qui est lui aussi nettement plus performant. Et pourtant, le Samson Moineau SM-1, malgré tous ses défauts, va être commandé. Une petite commande, 100 exemplaires, 50 autres un peu plus tard, donc 150 exemplaires, c'est pas génial. Il est fort à parier que le bon sénateur Humbert a été à la manœuvre pour, disons, suggérer cette commande aux autorités militaires. Et enfin, il va y avoir une autre affaire qui va défrayer la chronique, c'est que nous sommes au début de l'année 1917, et la société Samson va décrocher une commande, bien plus importante, celle-là, de 300 exemplaires du Sopwith 1A2. Sopwith 1A2 est un appareil de conception britannique que l'armée française a décidé de produire pour son compte et de le faire produire sous licence en France. Donc elle trouve tout un réseau de constructeurs et Samson ramasse un marché. Alors c'est un bon appareil, un peu léger. Samson le construit et commence à livrer ses appareils pendant l'été 1917. Et là, on arrive en septembre, à l'automne, on va se rendre compte d'une chose, c'est que les appareils produits par Samson sont de très mauvaise qualité, mais plus grave, il y a une affaire de corruption qui est organisée pour un peu forcer la main aux pilotes réceptionnaires de l'armée pour qu'ils ferment les yeux et qu'ils acceptent
qu'il déclare bon pour le service les appareils produits par Samson. Il s'agit du chef pilote de la société, monsieur William Osteen, qui portait des enveloppes de billets et qui les donnait aux pilotes réceptionnaires. Donc l'affaire va être dénoncée et il va y avoir un procès qui va être instruit contre la société Samson. Un procès réel qui va alimenter la chronique judiciaire pendant l'année 1918 et qui va aboutir rien de moins qu'à la condamnation de 2 membres du conseil d'administration de la société Samson, l'ingénieur Dusuzo, qui a été condamné et a fait 5 ans de prison, et monsieur Hunet, un des ingénieurs motoristes, qui a été condamné, lui, à 1 an de prison. Alors, il était à l'étranger au moment du jugement, il est revenu en France avec un bon avocat, a pu faire appel et se faire acquitter. Plus grave, Émile Samson lui-même a été inquiété. Mais quand le jugement est rendu en 1918, il n'en a cure. Pourquoi ? Parce que il est décédé. Il est décédé au mois de décembre 1917. Et quand il est parti, il a au moins eu la satisfaction de voir ce qui était son rêve, c'est-à-dire voir un appareil de sa conception qui porte son nom et qui est commandé et utilisé en masse par l'aviation française. Et cet appareil, c'est le Samson 2A2. Le Samson 2A2, comme vous voyez là, il a fait ses essais au mois d'avril 1917. Et là, écoutez, il n'y a pas besoin de corrompre qui que ce soit, c'est un bon appareil. C'est un bon appareil, il est équipé d'un moteur Samson, un moteur puissant de 260 chevaux. Bon, et il n'a pas de vis particulier et très vite, il est immédiatement commandé par les autorités militaires françaises. Le temps de mettre en place la chaîne de production, les premiers avions sont livrés aux escadrilles. Alors, les premiers exemplaires sont tous de livrets argentés, avec le trèfle à 4 feuilles, qui est le symbole de l'escadrille. Et ils arrivent vers le mois de novembre, enfin au début de l'hiver 1917. Le général Duval, qui commande l'aviation française à partir de l'été 1917, produit un rapport à l'automne 1917 dans lequel il note tous les avions en service et indique que le Samson 2A2 est un très bon appareil, mais que malheureusement la production est insuffisante. Et lui, il veut équiper du meilleur matériel possible toutes les escadrilles françaises en prévision des grands chocs qui arriveront durant l'année 1918. Il sait qu'il va y avoir le combat déterminant, puisque comme la Russie a été vaincue, l'armée allemande ramène toutes ses troupes de Russie et va attaquer, c'est logique, au printemps 1918. Il veut que l'aviation française soit prête à les recevoir. Donc, il organise la production en masse des meilleurs appareils et va standardiser la production sur certains types bien précis. Alors, très vite, la commande qui a été donnée à la société Samson, elle va être doublée de 3 autres commandes à d'autres constructeurs qui vont produire l'appareil sous licence. Et vous en avez le détail sur ce petit tableau qui est là. Et vous pouvez voir en fait que on a fait appel au service de la société CGO, c'est-à-dire la compagnie générale Omnibus, qui produit des tramways, les tramways qui sont utilisés dans la ville de Paris. Et cette société, on lui dit, désormais vous produisez des avions. Ce qu'ils vont faire, ils vont recevoir une commande de 300 exemplaires. Vous avez la société de Pierre-Georges Latécoère qui vient d'ouvrir une usine de construction aéronautique à Toulouse et il reçoit Pierre-Georges une commande de 1000 exemplaires. Et vous avez enfin la société Henriot qui est un avionneur déjà expérimenté, qui a déjà produit quelques appareils de son cru, reçoit une commande de 500 exemplaires. Tout ça s'ajoute aux 900 exemplaires qui ont été commandés par Samson et ça fait au total 2700 exemplaires qui ont été commandés, mais bien plus ont été produits. Pourquoi ? On n'en connaît pas le chiffre complet, puisque après ces premières commandes, il y a un avenant qui est passé à la société Samson et un autre à la société CGO, en leur disant c'est une commande illimitée, c'est-à-dire on prend tous les avions que vous êtes capable de produire. On évalue en fait la production à 3700 exemplaires en examinant les numéros de série des appareils dont on peut voir les photos. Total, la production française, à peu près 3700 exemplaires. Son utilisation, après, il est produit, mais il est utilisé, et il va représenter à peu près un gros tiers des escadrilles, des quelques 139 escadrilles de corps d'armée qui faisaient le travail principal de l'aéronautique militaire, c'est-à-dire photographier le champ de bataille et régler l'artillerie. Donc un gros tiers, sachant que une petite moitié des escadrilles de corps d'armée donc étaient équipées du Breguet 14 et le reste du SPAD biplace, c'est-à-dire le SPAD 11 ou le SPAD 16. Vous avez là donc sur ce tableau les statistiques. Donc 52 escadrilles sur 139 étaient équipées du Samson 2A2 et il y a eu 80 pilotes qui ont été perdus au combat, c'est-à-dire tués, grièvement blessés ou faits prisonniers. Ça représente, par rapport aux 52 escadrilles qui chacune comporte 10 appareils, un taux de perte de 15,4%. Il a le taux de perte le plus important des 3 avions que vous voyez là, mais plus important, il n'est pas en fait marginalement supérieur aux autres. Alors voilà, c'était un bon appareil pour les pilotes français
Et on a des témoignages, et notamment il y a un pilote qui indiquait que le Samson 2A2 était un avion qui faisait un horrible bruit de casserole, mais que les Boches pouvaient le trouer tant qu'ils voulaient, il tombait pas. Alors, qui plus est, le Samson 2A2, quand il fait ses essais du mois en 1917, il a une vitesse de pointe à 2000 mètres de 186 km/h, c'est plus rapide que les chasseurs allemands alors en service. Il faut attendre le début de l'année 1918 pour avoir un avion allemand qui a des performances, je dirais, égales, même légèrement inférieures, c'est le Fokker D7. Alors il y a une autre version du Fokker D7 qui avec un moteur surpuissant qui arrive au front pendant l'été 1918, le Fokker D7F, et qui peut intercepter le Samson. Mais à l'été 1918, l'essentiel est joué. Les équipages français aiment cet appareil, et donc vous avez 52 escadrilles qui l'ont utilisé, chacune avec leur insigne d'escadrille différent. Vous en avez là un exemplaire, c'est l'escadrille 14, avec le lion qui tient un bouclier et une croix de Lorraine. Et vous avez aussi un avion d'escadrille 17, sur lesquels on voit des décorations personnelles, visiblement un amateur de belote, mécoinche. Les pilotes français n'ont pas été les seuls à utiliser le Samson au combat, puisque l'aviation américaine, l'USR Service, a reçu à peu près 700 exemplaires du Samson, dont un peu plus de 500 ont été réellement envoyés au combat, les autres ont servi de réserve ou d'appareil d'entraînement. Les Américains, eux, ont équipé 10 de leurs escadrilles. Il y a eu 34 pilotes américains perdus, sur 100 exemplaires mis en ligne, ça représente 34% de pertes. Ce sont des pertes qui sont le double, plus du double en fait, que celles qu'ont subies les Français. Pourquoi ? Déjà, les Américains, ils payent le prix de leur inexpérience. Les pilotes américains, ils sont tout nouveaux, débutants. Et d'autre part, les Américains, eux, n'ont pas hésité à utiliser le Samson 2A2 comme avion aussi d'attaque au sol. Il était équipé de petites bombes antipersonnelles sous les ailes et est allé attaquer les tranchées. Ça fait plus d'occasion de se frotter face à la chasse allemande et surtout face au tir au sol. Il y a même un pilote américain nommé Erwin qui s'est bien battu sur l'appareil et a remporté 8 victoires aériennes avec des mitrailleurs différents et son avion est représenté ici. Eh bien, le 11 novembre 1918, la guerre est terminée, mais la guerre est terminée uniquement sur le front occidental, sur le front français. Ce qu'on sait beaucoup moins, c'est que la Première Guerre mondiale, en fait, elle continue en Europe de l'Est. Il y a la Révolution russe qui bouleverse encore cette partie du monde et qui touche aussi tous les pays d'Europe de l'Est qui sont engagés dans des guerres civiles, dans des guerres de voisinage avec les nouveaux États qui commencent à se construire sur les décombres de l'Empire austro-hongrois. L'armée française a des Samson, et a des Samson surtout, elle en a en stock, ils continuent d'être produits. On n'arrête pas la production du jour au lendemain, on ne peut pas se permettre de licencier les ouvriers, donc la production elle continue. Et ces avions nouveaux qui sont produits et qui, on ne sait pas quoi en faire, ils sont stockés, et ils vont être donnés aux nations alliées de la France. Je précise entre parenthèses, par exemple, la société de l'ATCOR, qui a reçu une commande de 1000 Samson, au moment de l'armistice, elle en a produit que 512, il lui reste le reliquat de cette commande, donc on l'a résilié à 800 exemplaires. Donc elle a produit encore pratiquement 280 exemplaires supplémentaires et qui, eux, ont été stockés. Ils ont été stockés et donnés, je disais, à des nations alliées de la France, notamment la Tchécoslovaquie, qui en a reçu une 50aine d'exemplaires. La Tchécoslovaquie, en 1919, c'est une nation donc nouvelle, qui est issue des provinces de Bohême, Moravie et de Slovaquie de l'Empire austro-hongrois. Son voisin, c'est la Hongrie. Et la Hongrie, on sait assez peu, il y a un gouvernement bolchevique, communiste, qui prend le pouvoir au début de l'année 1919 et qui est dirigé par un certain Béla Kun. Et donc, la Hongrie attaque tous ses voisins. Il faut dire qu'elle n'a pas été gâtée par les traités de paix pour essayer de récupérer des territoires. Et il y a un conflit de 2 mois, au mois de mai et juin 1919, contre la jeune nation tchécoslovaque. Alors la France va envoyer une escadrille, l'escadrille 590, une escadrille mixte qui va être équipée de chasseurs SPAD, de Breguet 14 et aussi de Samson 2A2. Malheureusement, pour les Samson, ils ont été livrés à temps, mais remontés tout juste à la fin du mois de juin. En gros, ils n'ont pratiquement pas été utilisés pendant les opérations. Néanmoins, ils vont servir pendant toute l'année 1919 à garder les frontières, on ne sait jamais. Donc là, vous avez un avion tchécoslovaque. Comme vous le voyez, c'est un appareil en fait de la société LATCOR sur lequel on a repeint les couleurs tchèques sur les anciennes couleurs françaises. Ensuite, il y a la Pologne. La Pologne renaît.
la Pologne était, avant la guerre de 14, n'existait pas, elle était partagée entre les empires russes, allemands et austro-hongrois. Ces trois parties de Pologne se sont joints et ont commencé à construire une armée. La nouvelle Pologne, elle a été menacée par la Russie soviétique. Aussi, pour l'aider à protéger ses frontières, le gouvernement français a formé en France une armée polonaise qui pensait être utilisée justement sur le front, une armée polonaise alimentée par des ouvriers polonais qui se trouvaient en France. C'est ce qu'on appelait l'armée bleue, dirigée par un officier supérieur polonais, le général Haller. Après l'armistice, elle est envoyée en Pologne, elle renforce l'armée polonaise qui s'improvise, et avec elle, eh bien, il y a plusieurs escadrilles qui sont pilotées par des équipages français. Et dans ces escadrilles, il y en a 3 qui sont équipées de Samson 2A2. Là, vous voyez, elles portent le numéro 581 et 582. Là, vous voyez un appareil de l'escadrille 580, et un appareil, la TECOR d'ailleurs, qui est décoré du symbole de l'escadrille, une libellule. Vous le voyez ici plus précisément sur le profil couleur qui a été fait. Les pilotes français, en fait, leur principale tâche, ils ne vont pas se battre contre l'armée rouge, qui de toute façon est occupée à se battre contre les troupes blanches à ce moment-là, mais ils vont être surtout utilisés pour former des pilotes des équipages polonais. Et quand le gros de la bagarre commence, eh bien, l'armée rouge va essayer d'envahir toute la Pologne en 1920, et va même arriver aux portes de Varsovie, mais les pilotes français à ce moment-là sont partis, et les Samson sont utilisés par des équipages polonais. Au total, il y aura 53 appareils qui vont être livrés à l'armée polonaise. Et enfin, il y a une campagne tout à fait exotique et très peu connue qu'ont effectué les Samson, c'est qu'ils ont été livrés aux armées blanches. Quand commence la guerre civile russe, en 1919, émerge un général qui est au centre de la Sibérie. En fait, c'est pas un général, c'est l'amiral Kolchak, qui est déclaré régent de la Russie, et tous les généraux des armées blanches lui font allégeance, du moins théoriquement. Kolchak, il est au centre de la Sibérie, et il combat avec des troupes faites de briques et de roc qu'il rassemble, et il y a notamment, il combat avec une légion tchèque, qui est composée de prisonniers austro-hongrois de nationalité tchèque, et qui ont accepté de combattre les bolcheviks. Et cette légion tchèque, en fait, elle combat le long du Transsibérien. Elle est au centre de la Sibérie. Le gouvernement français décide de lui envoyer une escadrille qui lui servira, qui sera sa couverture aérienne, l'escadrille 583. Elle est équipée de Sopwith, d'ailleurs, et pour arriver au centre de la Sibérie, eh bien, elle fait le tour du monde. C'est-à-dire, elle traverse les États-Unis, elle arrive en bateau à Vladivostok, et elle suit le chemin de fer transsibérien pour arriver au centre de la Russie. Et quand elle arrive, en fait, eh bien, les Tchèques de la Légion tchèque, ils n'ont plus envie de se battre, ils plient bagage. Alors cette escadrille, elle reste à peine un mois sur place, et elle fait quand même quelques missions de reconnaissance pour le compte des armées blanches. C'est là que l'amiral Kolchak se rend compte qu'il avait complètement négligé son aviation, et il se rend compte que c'est bien utile pour savoir où sont les troupes bolcheviques. Alors, il décide de commander des avions au gouvernement français, et le gouvernement français va lui livrer 25 Samson 2A2. Donc ces avions, ils arrivent au début de l'année 1920, toujours en faisant le tour du monde, traversent les États-Unis, et ils arrivent par la mer du Japon, dans le port de Vladivostok, mais Kolchak, lui, il n'en verra jamais la couleur. Parce que, tout simplement, il y a un général qui est l'ataman, c'est-à-dire le chef cosaque Semenov, qui est une véritable brute sanguinaire, un bandit de grand chemin, sûrement pas un allié loyal à Kolchak. Il voit les avions en caisse, il se dit « Oh, c'est chouette », il les garde pour lui. Le pauvre Kolchak ne verra jamais ces avions, et d'ailleurs, il va rapidement être capturé, puis exécuté par l'armée rouge qui avance, qui progresse à travers la Sibérie. Semenov, lui, eh bien, il voit arriver l'armée rouge, ses armées se déballonnent, désertent, bref, c'est la pagaille, il va être pris, eh bien, il doit la vie sauve à ses Samson 2A2, l'un d'entre eux va l'évacuer vers la Mandchourie, contrôlée par les Japonais, et ainsi lui sauver la vie. Il sera d'ailleurs le seul général des armées blanches à échapper à la police soviétique. Néanmoins, quand la Russie va envahir le Japon, du moins la Mandchourie, en 1945, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ils vont retrouver Semenov en Mandchourie et vengeance. Voilà ce qui est devenu la production française du Samson 2A2. Mais il y a eu un autre pays qui était intéressé par cet appareil, c'est le Japon. Le Japon est un allié de la France pendant la Première Guerre mondiale et avait une aviation militaire tout à fait primitive. La France a envoyé une mission militaire, les Japonais, avec des pilotes, des moniteurs, pour former des pilotes et des observateurs japonais, et ont envoyé en caisse quelques avions parmi les meilleurs de la production française. Les Japonais ont été très intéressés par le Samson 2A2, et la société Kawasaki
a été chargée de le construire sous licence. Donc elle est allée en France, elle a ramené d'autres exemplaires, les plans de construction, et une chaîne de montage s'est organisée dans la ville de Gifu, où l'avion a été produit à environ 300 exemplaires sous le nom de Otsu 1. Alors, pour la petite histoire, l'atelier de l'armée japonaise a aussi fabriqué des Samson 2A2 de manière tout à fait clandestine. Ça a été découvert par des cadres de la société Samson et il y a eu un véritable scandale. Le directeur de la société Kawasaki a réussi à calmer le jeu et à jouer Monsieur Bonzoffice. Alors, l'Otsu 1 est devenu l'appareil standard d'observation de l'aviation de l'armée japonaise pendant toutes les années 20, et en fait jusqu'en 1933. Vous en voyez un en vol ici. Et il a été, à ce titre, utilisé dans toutes les petites guerres assez sales que menait l'armée japonaise auprès du gouvernement chinois dans toute cette politique d'agression, allant jusqu'à l'incident de Shanghai en 1932. Là, vous avez le profil couleur d'un Otsu 1. Souvent, il volait avec le moteur un peu à l'air libre. Nous avons parlé de la carrière militaire du Samson 2A2. Il faut maintenant parler de sa carrière civile, parce qu'elle a été assez importante. Je conclus en vous faisant voir la réplique du Samson 2A2 qui est au musée de Gifu au Japon. Il n'en existe que 2 répliques actuellement, celui-là au Japon et celui qui est au musée de l'envol des pionniers à Toulouse et que vous avez pu voir au début dans le film d'archives. Et enfin, maintenant, pour compléter ce panorama, il est nécessaire que je vous parle de l'utilisation du Samson 2A2 par des compagnies civiles. Des compagnies civiles de transport aérien dont les premières se sont montées juste après la guerre. Alors, vous me direz, pourquoi utiliser un Samson 2A2 pour transporter du passager? Il n'y a juste de la place que pour un pilote et un observateur à l'arrière qui prenait les photos. À la place de cet observateur, on peut mettre un passager qui est à l'air libre, peut-être même 2, en les serrant bien. Et c'est précisément ce que ces premières compagnies vont faire. Elles n'ont pas tellement le choix pour les appareils, puisque à cette époque-là, les avions de transport n'existent pas, donc il faut bien faire avec ce qu'il y a sous la main. Et le Samson 2A2, précisément, on en a tout plein dans les stocks, dans les surplus de l'armée. Et grâce à une aide de l'État très importante, c'est comme ça que ces premières compagnies aériennes vont se monter. Alors les passagers, évidemment, à l'époque, sont des gens qui sont aussi courageux que les pilotes, parce que vous imaginez que les conditions de transport et de confort sont très très spartiates. On a même un journaliste de la Dépêche du Midi qui va dans l'une d'entre elles et qui raconte qu'il est plein d'enthousiasme, il décolle de Toulouse, il survole la ville rose, il est absolument ravi par ce qu'il voit et il se dirige en direction de Bordeaux. À Agen, il y a des nuages. L'avion se fait bombarder de grêle. Après la grêle, il passe dans un nuage de pluie. Il en ressort tout mouillé, mais toujours plein d'enthousiasme. Il dit, de toute façon, c'est pas trop grave, parce qu'avec le vent relatif, j'ai été séché très vite. Bon, peut-être a-t-il échappé à une pneumonie, mais voilà les conditions de transport de ces courageux passagers. Alors, il y a eu 3 compagnies aériennes à peu près d'importance qui ont utilisé le Samson 2A2. 72 ont reçu une immatriculation civile, et la première de ces compagnies aériennes, qui a utilisé 32 Samson 2A2, c'est évidemment la célèbre société des transports de Pierre-Georges Latécoère. Les lignes Latécoère se sont ouvertes, les statuts de la société ont même été déposés alors que le conflit n'était pas terminé. Pierre-Georges Latécoère, l'industriel, avait déjà pensé à se reconvertir. Et il va organiser une ligne qui va relier d'abord Toulouse jusqu'au Maroc, et en passant par l'Espagne, dont il a fait ouvrir des escales. Ces appareils, personnellement d'ailleurs, c'est lui qui a réalisé en tant que passager la première liaison entre Toulouse et Casablanca, comme vous pouvez le voir sur la photo ici. On était le 8 et le 9 mars 1919. À partir de là, une ligne régulière va utiliser des Samson 2A2 pour transporter des passagers. Très peu en fait, et la plupart des passagers qu'ils transportent ne sont même pas payants. Alors la compagnie, elle tient comment? Elle tient par les subventions que lui verse le maréchal Lyautey, qui est le gouverneur général du Maroc, et qui est très intéressé d'avoir une liaison aérienne régulière, qui lui permet notamment du transport du courrier, de dépêches, de documents importants. La compagnie va recevoir aussi une aide de l'État, très importante. Et très peu en fait de ces recettes ne viennent des billets qui sont payés par les passagers. Pierre-Georges Latécoère est un entrepreneur et comme il a construit le Samson 2A2 pendant la guerre, il va en bricoler certains d'entre eux en les transformant en berlines. C'est-à-dire
en bricolant une cabine fermée sur le poste qui était occupé par l'observateur, vitré, comme vous pouvez la voir sur cette photo. Comme ça, on pouvait transporter 2, 3, même passagers dans des conditions de transport meilleures que s'ils étaient à l'air libre. Meilleures, mais pas excellentes non plus. On raconte que avec l'huile du moteur qui suintait, ça attachait jusque les vêtements des passagers qui étaient dans cette cabine. Bon. Alors, les Samson 2A2 ont été utilisés par les lignes de Pierre-Georges Latécoère à peu près jusqu'en 1923. 3 d'ailleurs ont été perdus dans des accidents mortels pour le pilote et les passagers. Les lignes Latécoère ont utilisé bien plus longtemps que le Samson 2A2 le Breguet 14, qui est toujours le contemporain et le concurrent du Samson. Il y a une autre petite compagnie aérienne qui était basée à Toulouse aussi, qui a utilisé les 2A2, c'est l'aérotransport Ernoul. Monsieur Ernoul est un entrepreneur et organise une petite liaison aérienne entre Toulouse-Bordeaux et Toulouse et Montpellier. Et il va transporter plusieurs passagers sans connaître d'accident, lui, jusqu'en début 1922, où à ce moment-là, le ministère des Transports ne renouvelle pas ses subventions et la compagnie fait rapidement faillite. Enfin, la troisième compagnie à utiliser le Samson 2A2 était la célèbre franco-roumaine, la Sidna, qui faisait des liaisons aériennes entre Paris et les capitales d'Europe de l'Est, Prague, Varsovie. Les Samson étaient possédés dès le début des lignes, dès le début du lancement des lignes en 1919, mais très vite, ils se sont rendus compte que transporter un passager à l'air libre sous ces latitudes et dans ces conditions de froid, c'est pas possible du tout. Donc les 2A2 15 ont été immatriculés par cette société, mais ils ont été utilisés principalement pour du transport de courrier. Et ils ont même été gardés dans les réserves jusqu'en 1929. Enfin, alors que on a eu 32 de ces appareils immatriculés par la TECOR, 15 par la franco-roumaine, 14 par Ernoul, il en reste 11, ils sont achetés par des petits propriétaires privés, quelques autres compagnies qui en possèdent juste un ou deux, et ils vont faire le bonheur des meetings aériens jusqu'à la fin des années 20, où là, le Samson 2A2, bon soldat, va disparaître des inventaires de l'aviation civile. Oui, c'est pas vraiment un film d'archives, vous l'aurez compris. La vidéo a été tournée au musée de l'Envol des Pionniers à Toulouse-Montaudran, qui est un musée absolument fabuleux où on vous raconte toute l'histoire des lignes aériennes Latécoère. Et l'avion est une réplique qui comporte néanmoins des pièces authentiques et qui a été construite par l'association des Ailes Anciennes de Toulouse, laquelle héberge tout un parc d'avions anciens. Ils sont à Blagnac, à côté du musée Aéroscopia. Je vous invite chaudement à aller leur rendre visite si vous êtes toulousain et que vous ne les connaissez pas, ou si vous êtes de passage à Toulouse. C'est un musée que tout passionné de l'aviation se doit de visiter.